Bien, il est 15 heures. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal. Nous sommes 10 présents et Charlotte Pilon a donné une procuration à Gabriel Cogent-Prigent. Donc nous avons le quorum et nous pouvons délibérer sans problème. En ce qui concerne le secrétaire de séance, Jean-Phi, vous êtes d'accord pour... Ok. Est-ce que vous êtes d'accord pour que Jean-Philippe Houtin soit le secrétaire de cette séance du Conseil? Merci. Je vous prends le secrétaire et nous pouvons commencer à dérouler l'ordre du jour. Le premier point, comme d'habitude, c'est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 24 novembre 2025. Donc nous vous avons envoyé, comme d'habitude, une proposition. Nous n'avons pas reçu de commentaires jusqu'à maintenant, mais vous en avez peut-être à faire en séance. Tout d'abord, pas à proprement parler sur le PV, mais je voudrais juste exprimer un mécontentement. Je n'ai pas été convoqué à cette réunion. Donc c'est manifestement, j'étais plus dans la liste de diffusion des émissions. Non, c'est pas ça. Je pense que Julienne a fait l'envoi à une heure relativement tardive, elle était pressée, et elle a tapé 2 fois sur Dominique Sichet, au lieu de taper 1 fois sur Dominique Sichet et 1 fois sur Dominique Tormann. Donc, effectivement, vous n'avez pas reçu, mais c'est pas parce qu'on vous a enlevé de la liste des... Donc, il n'y a pas de liste de diffusion, alors, puisque si à chaque fois il faut la reconstituer... Pour que les élus soient dans l'ordre du tableau. Pardon. Pour que les élus soient dans l'ordre du tableau, on est obligé de faire manuellement. Et effectivement, dans le... Voilà. Bon, écoutez, c'est néanmoins un peu désagréable d'apprendre après les dossiers. Moi, j'ai rien reçu et on s'est organisé entre nous, mais... Et on vous les a envoyés lundi, quand même. 2 jours avant. Mais c'est une erreur. 1 jour franc avant. C'est une erreur de manipulation. Et pas du tout une suppression de la liste des conseillers. Donc je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le procès-verbal du conseil municipal du 24 novembre 2025? Pas de commentaires? Non, il n'y a pas de commentaires, on va voter pour. Ok, très bien. Donc je propose de passer au vote. Qui est pour l'approbation du procès-verbal du conseil municipal? Qui vote pour? Très bien. Donc c'est approuvé à l'unanimité. Le point numéro 2, c'est un avenant concernant le SMITRED et concernant les versements du soutien des éco-organismes. Donc, on a commencé une convention avec le SMITRED pour le versement des soutiens des éco-organismes le 5 juillet 2021. Il y a eu un avenant numéro 1 qui a été signé, qui a été approuvé en conseil municipal en date du 30 septembre 2022. Et là, on parle de l'avenant numéro 2. Cet avenant concerne les ambassadeurs du tri et concerne le fait que jusqu'à présent, les ambassadeurs du tri étaient pris entièrement en charge par le SMITRED, mais que compte tenu des restrictions budgétaires auxquelles toutes les structures sont soumises, le SMITRED souhaite faire participer les collectivités qui reçoivent ces éco-organismes, faire participer à hauteur de 50% au coût des ambassadeurs du tri. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la commune de Bréhat, sachant que il y a un ambassadeur du tri pour 12 000 personnes, d'accord, et que le coût d'un ambassadeur du tri, c'est 10 000 euros. Ça veut dire que chaque personne cotise, on va dire, à hauteur de 1,20 € pour payer les ambassadeurs du tri. En 2026, la population de Bréhat, la population INSEE, est de 440 personnes. Donc, vous multipliez par 1,20, donc ça fait du 530.
530 € et vous en prenez 50%. Donc la participation de la commune à la rémunération des ambassadeurs du tri va être de l'ordre de 530 divisé par 2, c'est-à-dire 265 €. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Une, mais qui reviendra plusieurs fois au cours du sujet. Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2025, c'est-à-dire il y a 13 mois. Oui, alors, parce qu'ils ont, comme vous pouvez le voir en tête, de la Convention, ils ont pris la délibération le 12 novembre 2025, d'accord? Et le principe pour eux, c'est qu'on paye en 2026 la contribution 2025. Et il y aura toujours un an de décalage. Alors, ça aurait été effectivement mieux qu'ils nous envoient cette proposition de convention plus tôt, mais on l'a reçu fin novembre. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Très bien, donc je propose de passer au vote pour savoir si vous m'autorisez à signer l'avenant numéro 2 à la convention SMITRED pour le versement de soutien des éco-organismes et me donner pouvoir pour prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette présente délibération. Qui vote pour? Merci. Donc cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point numéro 3, c'est l'attribution du marché de travaux pour l'aménagement d'un ossuaire et les reprises de concessions. Donc je vous rappelle que lors du précédent conseil, on avait parlé pas mal du problème des cimetières. On avait présenté le nouveau règlement et on avait indiqué que la commune souhaitait que le droit à inhumation qui est prévu dans le CGCT soit effectivement possible pour toutes les personnes qui peuvent en bénéficier à Bréa. Pour ça, il faut libérer des emplacements. Alors, c'est possible de libérer des emplacements parce que depuis 3 ans, on a fait un certain nombre de procédures de reprise de concessions, soit abandonnées, soit arrivées à échéance. Et aujourd'hui, on a environ 72, je crois. Moi, j'ai 69 en tête. D'accord, environ 70 emplacements qui peuvent être repris et nettoyés pour être remis à disposition. Pour ça, il fallait passer un marché de travaux. Bien évidemment, ce sont des entreprises spécialisées qui font ce genre de travaux. Et la première tâche à réaliser pour pouvoir commencer à faire ces reprises de concessions, c'est d'avoir un ossuaire digne de ce nom. Or, l'ossuaire qui est actuellement utilisé au cimetière ne remplit pas des conditions normales de respect, on va dire, pour les restes des défunts. Donc, le marché de travaux a consisté à demander à faire un ossuaire et ensuite, par tranche de 20 emplacements, à faire les travaux pour nettoyer les emplacements et les remettre à disposition. Donc, c'est un marché de travaux à bon de commande. L'idée étant de faire ça sur 4 années pour, on va dire, récupérer tous les emplacements possibles. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a eu donc un appel d'offres en bonne et due forme qui a été publié et in fine, nous n'avons eu qu'une réponse qui a été considérée comme recevable. Cette réponse a été analysée et une commission d'appel d'offres s'est réunie pour décider effectivement de la passation du marché à l'entreprise Rebitech, qui était anciennement l'entreprise Rebillon
Schmidt-Prévost. Alors, il faut savoir que cette entreprise est spécialisée dans ce genre de travail et en fait ne fait que des reprises, on va dire, de cimetières et elle ne travaille que pour des collectivités. Ça n'est absolument pas une entreprise qui va travailler pour des particuliers dans le cadre d'un décès, par exemple. Alors, c'est un marché à bon de commande et nous avons couvert un certain nombre de situations parce que, en fonction des emplacements qu'on va récupérer, soit le corps va être en pleine terre, soit il va être en caveau, soit ça va être un emplacement simple, soit ça va être un emplacement double. Donc, on a voulu couvrir un peu tous les cas tous les cas possibles de travaux et on a donc un bordereau de prix assez détaillé qui fait que pour la première année, qui serait l'année donc 2026, le montant du marché tel qu'on le voit aujourd'hui serait de 32 605 € hors taxe, comprenant environ 8 000 € pour la fabrication de l'ossuaire, ce qui veut dire que si ce processus est continué en 2027, 2028, 2029, les années suivantes, le montant des travaux sera de l'ordre de 25 000 € par an. Pourquoi on a choisi de faire ça par tranche de 20 concessions? C'est parce que dans le CGCT est défini le nombre de tombes que la commune doit avoir à disposition pour couvrir les besoins éventuels des Bréatins. Et quand on fait le calcul pour Bréa, on arrive au nombre de 15. On doit avoir en permanence 15 emplacements disponibles pour permettre de satisfaire tous les besoins. On a voulu se donner un petit peu de marge par rapport à ce nombre. Et donc, on est monté à 20. Et bien évidemment, on devrait avoir, au bout de 2 ou 3 ans, plus d'emplacements disponibles que les 15 qui nous sont demandés par le CGCT. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Alors, nous avions 2 questions. Une sur le nombre, on comprend que c'est 80 maximum. Vous y avez répondu. Le deuxième, c'est le plan de l'ossuaire. Quelle forme va-t-il avoir et où sera-t-il situé? Il n'y a rien dans le dossier. Alors, le plan, c'est pas encore entièrement défini. Suite à un commentaire de l'entreprise, on avait défini un emplacement au cimetière marin, pas très loin du columbarium, où il y a une double concession, parce qu'on voulait faire un ossuaire de 2 mètres par 2 mètres, avec un caveau. Et l'entreprise nous a dit c'est pas forcément la meilleure solution, donc laissez-nous regarder avec vous les possibilités et pour voir si effectivement il est nécessaire de reconstruire entièrement un ossuaire ou si on peut réutiliser, on va dire, un emplacement qui serait déjà avec un caveau propre. Donc la position, il y a une position identifiée, mais elle n'est pas confirmée complètement. Okay. Donc, c'est une position qui est déjà utilisée ou à titre d'ossuaire ou à titre de tombe aujourd'hui. Non, c'est une tombe, c'est une concession qui a été abandonnée. Mais qui est utilisée à titre de oui. tombe aujourd'hui. Et c'est l'emplacement, ce qui nous paraissait intéressant parce que si vous récupérez 80 emplacements, on va avoir des reliquaires, on va avoir un certain nombre de reliquaires à mettre. Et donc avoir un certain volume paraît indispensable. Donc, il n'y a pas de création de superstructure. Non. Autre question qui est sensible, mais j'imagine qu'elle a été vue en amont, les morts pour la France. Il n'y en a aucun. Pardon? Il n'y a aucun mort pour la France parmi les tombes. Non, mais il y a d'autres règles. Il y a d'autres règles, il faut transférer. On a un carré spécial. Une tombe plombée, zinguée, s'il tombe sur un emplacement où il y aura une tombe plombée ou zinguée, on arrête tout et on n'y touche plus. Okay. Donc, l'entreprise qui a été sélectionnée, elle est vraiment spécialisée dans ce genre de choses et je pense qu'on n'a aucun doute sur le fait que les règles on va dire
Non, mais les vont être respectés. Je crois qu'il n'y en a pas dans les concessions reprises. Non, a priori non. Mais on n'est pas à l'abri d'en découvrir une. Oui. Pas d'autres questions? On peut passer au vote. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour attribuer le marché de travaux de cimetière et de l'aménagement d'atmosphère à l'entreprise Rebitech et de m'autoriser à signer le marché de travaux à bon de commande et de donner pouvoir au maire donc, pour prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération? Je précise juste une chose. L'idée, c'est de démarrer les travaux au mois de mars-avril, mais d'avoir fini cette première phase de récupération avant la saison, avant le 1er mai. J'avais oublié de vous le dire, mais ouais. Donc, qui vote pour cette délibération? Merci. Donc, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point numéro 4. C'est en fait lors du conseil municipal du 27 mai 2025, on avait pris une délibération pour vendre un engin qui appartenait à la commune, qu'on appelle communément un JCB, qui était considéré comme plus en état pour la commune pour travailler. Et on avait une offre de reprise d'une entreprise de Bréa pour une somme de 5 000 €. Et cette délibération a été approuvée en conseil. Il y a eu un certain délai dans la préparation des papiers et pour que l'entreprise vienne chercher l'engin. Et quand ils sont in fine venus chercher l'engin, il est apparu que des pièces, on va dire, essentielles, comme par exemple le démarreur, avait disparu. Donc la personne qui avait fait cette proposition à 5 000 € s'est rétractée en disant que ce qu'elle achetait maintenant n'était plus ce qu'elle avait vu au moment de proposer le rachat. On a rediscuté avec elle et en fait, donc cette délibération là consiste à accepter que compte tenu des pièces manquantes, la vente de cet engin se ferait à hauteur de 4 000 € au lieu de 5 000 € pour permettre à l'acheteur de racheter d'occasion les pièces qui ont disparu dans l'intervalle. Pour votre information, ces disparitions d'équipements ont été notifiées à la gendarmerie. Mais est-ce que vous avez des questions ou... On va pas faire mystère, on va voter pour. C'est juste, voilà, c'est comme vous l'avez rappelé, c'est une délibération du 27 mai. Vous avez expliqué également que voilà, il y a eu des longueurs sur les papiers à faire et la récupération. C'est dommage effectivement de ce vol sur Bréa d'un engin qui est quand même très spécifique. Je reparlerai un petit peu dans les infos du maire. D'accord. Parce que on a un petit problème à ce niveau-là. Sur Bréa. Très bien. Donc, oui. Mais on reste. Pardon ? On va voter pour. Ok, très bien. Je vous propose donc d'approuver la modification du projet de cession de l'engin JCB Renault pour un montant de 4 000 €. Qui vote pour? Merci. Donc, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est l'approbation de la convention de financement du programme relatif au logement qui est menée par l'association des îles du Ponant. Donc, l'association des îles du Ponant, avec la région et l'État, compte tenu du critère que de la criticité plutôt du problème du logement sur les îles, a proposé de faire un projet pour principalement analyser les nouvelles lois sur le logement qui sont parues et donner aux îles un certain nombre de modes d'emploi de ces nouvelles lois, de manière à ce que les îles puissent utiliser
ces nouveaux éléments de la loi. C'est un projet qui est financé par la région à hauteur de 62 250 €, par l'État à hauteur de 83 000 €. L'État et la région, toujours pour les mêmes problèmes de restrictions budgétaires, demandent de plus en plus à ce que la participation soit de l'AIP, soit des gens qui vont profiter de ces études, soit un peu plus importante, pardon. Et donc, ils ont demandé à ce que l'autofinancement du projet soit à hauteur de 30%. Et donc, l'AIP participe à hauteur de 20% pour un montant de 41 500 €. Et il a été décidé de demander à l'ensemble des communes de l'AIP de participer à hauteur de 10% pour un montant de 20 750 € répartis entre les différentes communes. Alors, je pense que Monsieur Lepage, vous avez le même commentaire sur... J'ai un commentaire pire. Oui, j'ai un commentaire pire. Une convention d'une durée de 30... Alors, remarque liminaire, on est tous intéressés à ce que le logement dans les îles soit bien appréhendé, et on peut considérer que c'est une mission importante de l'Association des îles du Ponant. Mais on nous présente une convention qui va du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2027, donc 37 mois de durée, et il y a 19 mois qui sont déjà écoulés. Alors, pourquoi pas attendre la fin de la convention pour la présenter au conseil municipal? Nous ne trouvons pas ça normal. Les résultats attendus, vous nous avez indiqué quelques-uns, il n'y a rien dans la convention. Vous indiquez que l'association des îles du Ponant contribuer à hauteur de 20%, il ne nous a pas échappé que dans le plan de financement, dans les dépenses prévisionnelles, il y a 10% d'un montant marqué directrice, donc c'est 25 000 € qui sont à la fois dans le projet et puis qui sont financés. Donc on paye deux fois, on paye une fois. Ah oui, directrice, c'est la directrice de... Oui. Non, mais il faut... Oui, bien sûr, mais il ne faut pas confondre la colonne dépenses et la colonne recettes. J'entends bien, mais dans les recettes viennent équilibrer les dépenses. Oui. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'on paye deux fois. On paye deux fois le montant du salaire et des charges de la directrice des îles du Ponant est pris en charge par les cotisations des îles. À hauteur, en toute petite partie. En partie. Et c'est quand même un peu dans le rôle des îles du Ponant de regarder la réglementation, etc. Et donc là, on le retrouve une nouvelle fois dans un plan de financement qu'on nous demande alors je ne sais pas si c'est de valider, d'autoriser et d'approuver à plus de la moitié de la durée, et sans avoir défini de livrables en la matière. Alors les livrables, c'est très difficile à définir parce que les livrables, en fait, je vous l'ai dit, le principe, il y a deux lois nouvelles qui sont parues sur le logement depuis la mi-2024, et il y en a une troisième qui est en préparation. Et le but principal de ce projet, c'est d'analyser ces nouvelles lois et d'en tirer des modes d'emploi de manière à ce que les communes puissent les utiliser. Je vais vous donner un exemple qui ne concerne pas Bréa, parce qu'il n'y a quasiment plus de terrain constructible sur Bréa, mais la nouvelle loi de novembre 2024, donc après le début de cette convention, la loi Lemeur a permis aux communes de définir des zones de résidence principale. D'accord ? Bon, ça ne nous concerne pas vraiment parce que vu qu'on n'a quasiment pas de zone constructible restant, il faudrait modifier le PLU pour créer une zone et ensuite éventuellement considérer de la création de cette zone de résidence principale. Mais il y a d'autres îles qui ont encore suffisamment de zones constructibles pour utiliser cette nouvelle loi,
Et en fait, c'est difficile à mettre en œuvre, mais l'AIP a fait le travail pour dire aux îles qui sont intéressées, vous devez procéder de telle et telle manière. C'est un exemple. Il y a un autre exemple. Sur certaines îles, encore une fois, ça ne concerne pas Bréa, mais sur certaines îles, il y a maintenant des investisseurs R&B qui arrivent et qui achètent d'un seul coup 10 logements pour les mettre en Airbnb. La loi Le Meur permet également de limiter ce genre de processus ou d'approche, mais de la même manière, c'est compliqué et il faut suivre un certain nombre de pas juridiques pour réussir à mettre en place au niveau d'une commune un règlement qui va limiter ce genre de phénomène. C'est exactement ça le but de ce projet. Un autre point qui a été fait dans le cadre de ce projet, vous savez qu'avant, dans les zones tendues, il y avait des catégories, A, A+, B1, B2. Bréa était en B2, qui était la zone la moins, on va dire, favorisée sur certains aspects de zone tendue. Toutes les îles, parce qu'il y a eu un travail de l'AIP, sont passées maintenant en B1 et Bréa est passé en B1 et dans ce cadre, Bréa a profité de ce travail. Mais donc le but, c'est vraiment ça. C'est analyser les lois qui arrivent et les rendre praticables pour les îles. Mais il y a une loi qui doit sortir sur le logement. Ouais, mais je suis désolé, le conseil municipal, ici, n'a eu aucune information sur le travail qui a été fait. La loi Le Meur est déjà appliquée dans un certain nombre de communes sur le continent, avec des définitions effectivement de zones réservées aux résidences principales. On nous demande de valider à plus de la moitié de la durée une convention. On considère que c'est une situation qui n'est pas normale. Voilà. Très bien. Alors, la question s'est posée, parce que vous avez vu le montant qui est demandé pour que l'île de Bréa profite de toutes les études qui sont faites dans ce cadre. Et la question s'est posée de savoir si on allait demander des annuités. Et il a été dit non, on demandera un montant pour les îles, parce qu'il y a quand même 15 îles pour un montant de 20 000 euros. Donc, pour l'île de Bréa, c'est 1280 et quelques. Voilà. Demander 3 versements année après année, ça paraissait encore de la lourdeur administrative. Et il a été dit, on demandera en milieu de projet un versement. Donc, on considère que ce n'est pas une bonne gouvernance et on va donc s'abstenir parce que le sujet du logement, on considère bien évidemment qu'il est important, mais le respect des délais, le respect des convocations, etc. est un élément important d'une bonne gouvernance. Très bien. Nous abstiendrons. OK. Donc, je vous propose de passer au vote et de délibérer sur l'opportunité d'autoriser le maire à signer la convention de financement du programme pour l'animation de la mission sur le logement et d'approuver la contribution de la commune à hauteur de 1 296,87 € et dire que les crédits sont ouverts au chapitre 65 du budget principal de la commune. Qui vote pour? Qui s'abstient? Merci. Cette délibération est approuvée par 8 voix pour et 3 abstentions. Le point suivant, c'est un autre projet qui est porté par l'Association des îles du Ponant, mais qui n'en est pas du tout au même stade, je pense que vous l'avez compris. C'est un projet qui est porté, c'est un appel à projet en fait, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui veut lancer un appel à projet sur l'aménagement durable du littoral. Donc ça concerne l'aménagement durable de tous les littoraux, que ce soit les littoraux insulaires ou les littoraux continentaux. Pour répondre à cet appel à projet, l'AIP a été sollicitée par Smilo. Smilo, c'est une organisation non gouvernementale. Smilo, ça veut dire Small Island Organization, qui est une organisation internationale qui s'intéresse à un certain nombre de problématiques sur les petites îles.
Et Smilow a demandé à s'associer avec l'Association des îles du Ponant pour répondre à cet appel d'offres en sélectionnant 4 îles, 2 de l'AIP, 2 sélectionnées par l'AIP, 2 sélectionnées par Smilow, qui présentaient des caractéristiques intéressantes au niveau de leur taille, au niveau de leur population et au niveau de leur fréquentation touristique. Donc au niveau de l'AIP, les îles qui présentaient un intérêt parce qu'il fallait qu'elles soient petites, qu'elles aient des populations plus ou moins variables et une fréquentation touristique importante, l'AIP a proposé que ce soit Bréa et l'île de Saint. Et Smilow a proposé l'île de Sainte-Marguerite, qui est en face de Cannes, et l'île de Gorée, qui est en face de Dakar au Sénégal. Voilà. Donc c'est un appel à projet. Donc là, il y a des délivrables qui sont demandés, et les délivrables sont co-construire des solutions adaptées pour renforcer la résilience de chaque île, et c'est principalement au niveau de l'alimentation en eau et au niveau de rendre ces îles capables de recevoir des populations importantes de type touristique. Et c'est identifier aussi les réglementations non adaptées au contexte insulaire, que ce soit pour les îles du Ponant ou les îles en Méditerranée, et formuler des positions réglementaires adaptées pour mieux faire reconnaître les spécificités insulaires. C'est actuellement un sujet qui est fortement développé par l'AIP et qui va être discuté lors de l'Assemblée générale qui a lieu à l'île de Bas le 10 février, en présence de la ministre de l'Aménagement du Territoire. L'idée actuellement qui est travaillée, c'est que, vous le savez, il existe une loi montagne depuis 1985 qui a permis à un certain nombre de communes montagnardes de se développer dans des espaces naturels, et tout en acceptant les contraintes économiques de développement, par exemple, de stations de ski ou autres. Et cette loi marche très bien. Elle aide énormément les communes de montagne à se développer, et ça nous a été suggéré par le ministère de promouvoir une loi île qui serait un peu similaire à la loi montagne. Donc lors de l'Assemblée générale à bas de l'AIP, il y aura non seulement la ministre, mais il y aura des sénateurs de montagne, et il y aura des représentants de l'ANEM. L'ANEM, c'est l'Association nationale des élus de montagne, ainsi que des représentants de l'ANEL, l'Association nationale des élus du littoral. Et tout ça, c'est parce qu'actuellement, il y a un gros focus sur ces spécificités littorales ou insulaires. Et donc, cet appel à projet du ministère des Affaires étrangères, il est là pour répondre à ça. Au niveau du financement, c'est un budget prévisionnel de 308 000 €, où la répartition est encore une fois à peu près la même, c'est-à-dire que les communes participent à hauteur de 10%, les fonds propres de l'AIP de Smilow, c'est 32%, et les subventions de l'appel à projet, on va dire, du ministère, c'est 58%. Ça se traduit par quoi pour l'île de Bréa? Ça se traduit par une participation de 5 000 € sur 3 exercices, 3 ans. Et là, par contre, c'est année par année, à savoir 2 000 € en 2026, 2 000 € en 2027 et 1 000 € en 2028. C'est un appel à projet, donc il n'est pas du tout sûr que le projet Hydra, qui est présenté donc par l'AIP et Smilow, soit retenu. La soumission du projet, c'est dans quelques jours, et la réponse du ministère des Affaires étrangères. Voilà ce que je voulais vous dire. Dans les documents de travail, vous avez eu là plus
plus de détails sur l'importance du projet, sur les objectifs, sur la durée, etc. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui. Alors tout ça, c'est des belles paroles, mais quand on regarde le dossier, c'est impossible d'embarquer Bréa dans un tel programme. D'abord, de livrable, il n'y en a pas. Encore une fois, si on regarde ce qui est écrit sur le site du ministère qui appelle ce projet, c'est de favoriser la connaissance et la mise en œuvre des politiques publiques, bon, d'accord, et impliquer les autorités locales du monde entier dans la dynamique de la coalition Ocean Rise and Coastal Resilience. Bon, tout ça, c'est très bien. Il y a un budget de 308 000 € pour tout ça, dont plus de la moitié, c'est salaires, charges, et puis après ça, il y a des voyages inter-îles, donc ils vont aller se promener au Sénégal, sur la Côte d'Azur et en Bretagne. 12 000 € pour une étude réglementaire, alors qu'on peut sans doute demander à n'importe quel moteur de recherche de nous dire ce qu'il en est et connaître la réponse en quelques minutes. Je pense que c'est la caricature de comment est dépensé l'argent public en France. Et vous empilez tout ça par ministère et on arrive à la situation qu'on connaît. À 2 reprises aujourd'hui, vous avez parlé de besoins d'économie. Là, on nous demande 5 000 €. Pour Bréa, il n'y a rien. On a déjà eu des discussions ici concernant le retrait de trait de côte, la hausse du niveau de la mer, des études qui sont en cours, des mesures qui sont prises. Ça apportera strictement rien. Et sincèrement, de ce qui se passe à Gorée ou ce qui se passe à Sainte-Marguerite, bon, je peux comprendre éventuellement que certaines îles dans des pays qui sont ou très pauvres ou qui n'ont absolument pas de structure gouvernementale ou étatique ou administrative pour gérer ces problèmes. Et là, on est en France quand même. Et ces sujets-là sont traités par le millefeuille administratif français déjà. Et là, on rajoute une couche qui, franchement, ne servira strictement à rien. Sur le site de Smilo, alors ça fait bien d'avoir un acronyme anglais, ils sont à Marseille. Ils sont spécialisés et leurs projets sont autour de la Méditerranée et l'Afrique de l'Ouest. Mais il n'y a rien, strictement rien. C'est que des bonnes paroles. Ça enfonce des portes ouvertes à chaque page. Et puis à la fin, la situation bouge pas d'un iota. Donc, sincèrement, sur le fond du projet niveau AIP, je vois pas pourquoi l'AIP retient ce type de projet pour les îles comme Saint ou Bréa ou une quelconque autre île dans le périmètre de l'AIP. Et puis précisément pour Bréa, 5 000 €, on a mieux fait de il y a eu deux dépenses là récemment, il y en aura d'autres, qu'à le donner à l'école ou à l'EHPAD et ça profitera au préatteint. Là, il n'y aura strictement rien. Rien. Voilà. Je ne permettrai de pas être d'accord du tout avec vous, parce que je pense que l'aménagement durable du littoral, alors effectivement, une étude sur l'érosion du trait de côte ou la montée des eaux, ça y participe, mais on est très loin d'avoir compris toutes les implications d'un développement durable du littoral, préserver notre littoral. Je peux vous dire qu'hier, c'était scientifique là, cette approche elle est purement administrative et juridique. Il n'y a rien, il n'y a pas un scientifique, il n'y a pas un ingénieur là-dedans. Quand vous animation des ateliers et expérimenter des solutions adaptées pour renforcer la résilience de chaque île. Je ne sais pas, ça peut se traduire. Il y a de l'expérimentation et de la co-construction de solutions durables pour protéger le littoral. Des mots, monsieur, il faut avoir des choses beaucoup plus précises quand on embarque dans un budget comme ça. Et sincèrement, quand vous regardez, en tout cas le dossier que vous nous avez donné, là-dedans, prestations, animation d'ateliers, appui technique, études réglementaires et communication. Ça fait, ça fait 11% du budget. Et évidemment, le reste, c'est salaire et frais de déplacement et frais connexes. Il n'y a rien, il n'y aura rien pour Bréa, strictement rien.
Une fois, et quand vous allez sur le site de Smilo, les réalisations, d'abord, il est horriblement mal fait. Vous essayez de trouver ce qu'ils ont fait réellement. C'est des paroles. Ils ont laissé, oui, on a réuni des gens, on leur a parlé de ces problèmes. Bon, bah oui, ok. Mais encore une fois, si c'est dans un pays très loin de ces sujets-là et qui n'ont pas les moyens d'information, de communication et encore moins les moyens d'agir, on peut comprendre que des organismes s'intéressent ou viennent pour essayer de les aider sous je dirais dans le cadre de missions des Nations Unies ou du ministère des Affaires européennes et étrangères. Mais franchement, Bréa, on a d'autres. Je vais vous donner un exemple. Hier, on a passé 4 heures avec la DDTM. On a fait tout le tour de l'île en regardant 250 photos. Le but de l'État, c'est de nous redonner tous les ouvrages de type cale, mur de défense, etc. Parce qu'ils veulent se débarrasser complètement de la charge. Et ça, c'est un vrai problème de développement durable du littoral. Comment vous répondez à l'État quand l'État vous dit, bah voilà, je vais vous envoyer une convention et puis vous allez, de toute façon, moi je ne ferai rien et vous allez reprendre toute la responsabilité de l'entretien. Et ce programme ne vous apportera aucune réponse à ça. L'argent aujourd'hui, et c'est serré de partout. Vous l'avez dit encore une fois, et vous le redites là, l'État est en train de transférer sur les collectivités territoriales un nombre incalculable de dépenses qu'ils assuraient. Et dans notre cas, effectivement, comme vous venez de le dire, les grèves, les murs de soutènement, etc. Ailleurs, ça va être autre chose. Mais il faut pas se disperser et dilapider nos ressources comme ça. Nous, on a la responsabilité de Bréa ici. Là, ce qui se passe au Sénégal, je suis désolé pour le Sénégal ou l'île de Gorée, mais voilà, nous, il faut que nos 5 000 € soient utilisés pour Bréa. Et ça, je vois absolument pas le lien de cause à effet entre la dépense et un retour sur cet investissement. Voilà. okay. En tout cas, c'est le dossier que vous nous avez envoyé. Et puis après, on a été regarder sur les sites de Smilo ce qu'il faisait, ce qu'il en était, et sur le site du ministère, effectivement, alors, on ne sait même pas si l'appel à projet va pas faire les frais de tous les débats parlementaires, enfin, de budgétaires qu'il y a eu, parce que c'est un truc qui date de octobre 2025. Vu tout ce qui se passe. C'est pour ça que la seule chose qui est demandée pour l'instant, c'est la signature d'une lettre d'intention pour le cas où si le projet s'arrête, et ben le projet s'arrête. Mais je pense qu'on dépensera beaucoup plus avec un cabinet juridique pour savoir quelle réponse on va pouvoir donner simplement sur le maintien des ouvrages littoraux autour de l'île de Bréa. Beaucoup plus, alors qu'on peut faire une partie de ce travail dans un cadre plus global avec l'AIP. Le problème de l'île de Sein aujourd'hui, c'est exactement le même problème que l'AIP et que Bréa, multiplié par 10. Parce qu'ils ont leurs digues qui sont en train de lâcher et il n'y a personne qui aujourd'hui prend le problème du bon côté pour leur permettre de trouver une solution de défense à la mer en fonction de leurs digues. Dans ce projet, il y a moi je considère que Sein et Bréa, on a des problématiques similaires au niveau de la conservation du littoral et qu'on a moyen, en dirigeant l'AIP et les gens qui vont travailler sur ce projet, de leur demander des réponses spécifiques sur ce genre de problème. Que Gorée n'ait pas le même problème que Sein ou Bréa sur l'érosion du trait de côte, je vous l'accorde. Ils ont d'autres problèmes, mais on a cette possibilité. On verra combien il va falloir dépenser d'argent en conseil juridique pour défendre les ouvrages. Et là, on a le moyen de le faire. Donc, je pense qu'on ne sera pas d'accord là-dessus. Je vous propose de passer au vote. Donc, c'est l'opportunité de délibérer sur approuver le principe du projet IRA. OK.
me permettre de signer une lettre d'intention qui doit être transmise avec le dossier de réponse à cet appel à projet. Et si ce projet était retenu, d'approuver une participation financière de 5 000 € sur 3 ans. Et qu'on ouvrirait les crédits au chapitre 65 du budget principal. Qui vote pour? Qui s'abstient? Vote contre? Ce projet et cette délibération est approuvée par 8 voix pour et 3 voix contre. Le point suivant, c'est l'approbation d'une convention d'exposition qui intéresse la commune, les courants d'art et l'imagerie Centre d'art de Lannion. Stéphane, je te passe la parole. Ouais, je vais juste rapidement vous expliquer un petit peu le contexte. L'Imagerie Centre d'art, c'est une association qui est basée à Lannion et en partenariat avec les courants d'art, donc qui est une association bien connue sur l'île de Bréa. Ils ont sollicité en fait la commune pour appuyer un projet d'exposition dans le cadre d'un programme qui s'appelle Les Rayons. Donc l'imagerie de Lannion développe en fait un programme itinérant dans toutes les communes avoisinantes de Lannion. Et en fait, ce qu'ils nous demandent, c'est de bien vouloir mettre la salle polyvalente à leur disposition du 2 au 11 juin 2026 et aussi de bien vouloir prendre en charge financièrement le transport maritime des œuvres qui vont venir donc pendant ces 9 jours. Donc l'imagerie assurera la sélection et la fourniture des œuvres et du matériel muséographique ainsi qu'un partenariat avec les courants d'art dans l'animation. Et donc, ce qui est prévu aussi pendant ces 9 jours, c'est d'aller faire des visites d'ateliers qui seront proposées aux enfants de l'école Kerano, ainsi qu'à l'EHPAD de Bréa. Cette exposition, elle s'appelle L'air et l'eau, donc qui correspond tout à fait à ce qu'on vit ici sur l'île de Bréa. Donc, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est de bien vouloir approuver la convention d'exposition entre l'imagerie Centre d'art, la commune de l'île de Bréa et l'association Courant d'art, d'approuver la mise à disposition de cette équivalente donc pendant la période que je vous ai indiquée du 2 au 11 juin 2026 et d'autoriser le maire à signer les documents nécessaires à l'exécution de cette libération. Voilà. Pour vous expliquer. La raison pour laquelle ils nous demandent de prendre le transport maritime, c'est que dans les autres lieux où ils font l'exposition, ils ont une camionnette et ils transportent toutes les œuvres, les tableaux exposés par leurs propres moyens. Et là, en fait, ils proposent la même chose. Ils amèneront les œuvres à exposer jusqu'au port de Paimpol ou de Kergrist, et puis ils les ramèneront après, mais ils ont un coût supplémentaire qu'ils ont du mal à absorber, c'est le transport maritime qui n'a pas lieu d'être sur les autres lieux d'exposition. En sachant que pendant ces 9 jours, c'est l'imagerie de Lannion et aussi les courants d'art qui s'occupent de toute l'organisation et de l'animation de cette exposition. 2 questions, s'il vous plaît. Il n'y a aucun chiffre dans la convention, donc aucune notion de coût. Ça coûte combien, ça? Ça va coûter de l'ordre de 500 €. Transport y compris? Oui, oui. D'accord. On ne paye que le transport. On ne paye que le transport. On ne paye pas une participation à l'exposition des œuvres ou autre. On ne paye que le transport. Alors, deuxième question. Quand on transporte des œuvres d'art, il y a habituellement des contrats, enfin il faut les assurer parce que n'importe quoi, enfin le tracteur se renverse, le chargement est perdu sur un quai. Il y a une assurance spécifique qu'il faut qu'on souscrive pour... C'est eux qui se chargeront de ce genre d'assurance. Nous, en fait, on n'a aucune part de responsabilité. Non, en fait, nous, ils nous sollicitent uniquement pour avoir la mise à disposition de cette salle et d'assurer financièrement le transport, de rembourser le transport maritime. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plutôt une subvention directe à l'association au courant d'art plutôt que de prendre la responsabilité communale d'un transport et une mise à disposition? Après, ça, parce que les subventions 2026 seront votées par la prochaine équipe municipale après les élections. On a voté une seule subvention. C'est en juin. C'est en juin, ça. Ouais. Le 2 au 11 juin. Sauf qu'il faut réserver maintenant. Il faut prendre la convention maintenant parce qu'autrement ils vont aller sur un autre lieu d'exposition.
Non, ça paraît, enfin bon, ça paraît compliqué de procéder comme ça, et en termes de, voilà, en termes de, donc, pardon, la commune prend les œuvres départ Paimpol, enfin départ Continent. Oui. C'est-à-dire que c'est. On prend en charge. On prend en charge, Allez, on prend la charge financière du transport. et les œuvres jusqu'à l'entreprise qui sera chargée du transport maritime. Et ensuite, arrivé sur le PA, c'est l'association des courants d'art, etc. Ils se débrouillent. C'est pas la mairie qui. Nous, ils nous demandent juste, dans cette convention, de leur mettre à disposition cette salle pendant la période du 2 au 11 et de prendre en charge financièrement le coût de la traversée aller-retour en bateau. D'accord. Donc du Port-Clos à ici, c'est pas mis. Non, non. Bon. Donc, la proposition, c'est de délibérer sur l'opportunité d'approuver cette convention d'exposition entre l'imagerie, Centre d'art, la commune et l'association des courants d'art, d'approuver la mise à disposition de la salle polyvalente et la prise en charge financière du transport maritime des œuvres, et de m'autoriser à signer les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui vote pour? Merci. La délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, le point numéro 8, un projet dont on a déjà parlé, c'est le projet de travaux pour la protection des populations de goélands, et c'est en fait un projet qui est mené par l'entreprise Elicio. Marion, je te passe la parole pour préciser de quoi on parle. Donc, on a été sollicité en juin 2023 par un bureau d'études qui travaillait pour Elicio pour mettre à disposition des terrains communaux pour faire un projet en vue de protéger les zones de nidification des goélands. Enfin, au départ, c'était plus large, mais on a construit ce projet en partenariat avec Natura 2000, le GEOCA, la commission environnement, pour définir quelles actions seraient les plus adaptées pour favoriser les populations d'oiseaux marins. Et alors ça, c'est la motivation d'Elicio qui nous a contactés, c'était une mesure compensatoire suite à des mortalités de goélands sur leur parc éolien au sud de Guingamp. Voilà, donc on a travaillé à des propositions, on en est venu à définir 2 zones qui sont fréquentées soit par les kayakistes pour le Morbic, soit par les promeneurs à la Chaise de Renan, et où il y a les naturalistes ont constaté des dégâts sur les populations d'oiseaux à cause des chiens notamment. Donc l'idée, c'était de délimiter des zones pour sensibiliser les gens, pour qu'ils aillent moins déranger les oiseaux, et mettre des panneaux aussi explicatifs de sensibilisation. Donc il y a eu un permis d'aménager déposé pour ce projet-là, qui a été obtenu en septembre. Et suite à ça, on demande l'autorisation au conseil de mettre à disposition les 2 terrains concernés à Elicio pour qu'ils fassent les travaux qui ont été prévus et définis par le permis d'aménager, avec donc des clauses assez strictes de date d'intervention en milieu naturel, etc. Et avec un cahier des charges qui respecte les mêmes apparence pour la signalétique que la signalétique qu'on a déjà utilisée ailleurs sur l'île, ou les mêmes petits potelets avec fil, monofil, comme on utilise autour du phare du Pan, pour une question d'homogénéité. Voilà, alors l'idée, c'est que Elicio prenne en charge l'ensemble des travaux, comme c'était une demande dans le cadre d'une mesure compensatoire, il fallait, la condition, c'était que ça coûte rien à la commune. Donc, qu'ils prennent en charge l'ensemble des travaux, qu'ils prennent en charge l'entretien et le démontage en fin de programme, et le suivi, avec les naturalistes aussi, de l'effet de... Ça, c'était dans leurs critères à eux, un suivi naturaliste pour l'effet de la mesure.
Voilà. Donc, on vous demande l'approbation du projet et l'autorisation de mettre à disposition ces 2 terrains communaux. C'est un peu bizarre parce qu'en fait, il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, on stérilisait les œufs de goélands Ouais. pour empêcher qu'ils se propagent. En plus, il ne faut pas oublier, c'est que il y aura 2 sortes de goélands. Il y a le goéland argenté, mais il y a le goéland marlin, qui lui est un grand prédateur. Hein. Et c'est le rat de la mer, c'est un charognard. Et il faudra faire attention. Enfin, moi, je le pense. Je suis pas sûr que ça soit bien réfléchi, en fait, ce genre de projet. Alors, ma motivation, je vais dire, c'est pas forcément les goélands, mais c'est des zones de nidification d'oiseaux marins en général. Et l'intérêt, c'est la sensibilisation des promeneurs au fait qu'on n'est pas tout seul, enfin, qu'on est dans des zones dont les oiseaux ont besoin pour se reproduire. Et ma motivation, c'est cette idée de sensibilisation qui va bien au-delà des goélands pour que les gens tiennent leurs chiens en laisse. Oui, mais à terre, le littoral, tu etc. n'auras pas grand-chose d'autre que des goélands. Hein. Après, sur le littoral, carrément sur les strands, Ouais. tu auras d'autres oiseaux, mais Oui, pas, c'est ça. mais pas dans les terrains. Ah bah là, c'est sur Ça va être des la goélands. falaise littorale de la Chaise de Renan et sur Morbic. C'est Morbic. C'est pas dans l'intérieur des terres, là. Hein. Il y a quand même moins de goélands. Ouais. Oui, il y a quand même beaucoup moins de goélands. Enfin, Ouais, beaucoup moins depuis qu'on a fait les. non, mais depuis les éoliennes. Non, aussi il y a beaucoup de goélands en moins à l'heure actuelle à cause des déchetteries qu'on a. Avant, c'était open bar, hein, c'est ce qui se passe à Marseille. Moi, quand je faisais les commentaires, je disais souvent que la plus grande réserve de goélands en France, c'était la déchetterie de Marseille, où tu as des centaines et des centaines, même des milliers de goélands. Donc depuis qu'on a fait c'est vrai que ça a diminué, il y en a moins, mais maintenant il y a un équilibre. Alors est-ce qu'il ne faut pas qu'on laisse cet équilibre? Je suis pas sûr que les éoliennes tuent tant que ça. Non, ça c'est le principe des mesures compensatoires. Ouais, je suis pas à chercher à justifier la légitimité d'une mesure compensatoire d'ailleurs. D'autres commentaires? Alors, nous avions un commentaire de même nature que celui de François-Yves en disant les goélands, il y a beaucoup de pêcheurs qui se plaignent du fait que les goélands, aujourd'hui, ils se nourrissent du poisson parce qu'ils n'ont pas d'autre nourriture. Donc, est-ce que ça ne va pas renforcer la prédation sur la ressource? Donc, c'est un élément. Deuxième chose, j'espère que vous aurez plus de succès, en prévention sur les œufs de goélands que je m'en ai eu sur les sites archéologiques. Ceci dit, on a une proposition, on va néanmoins voter pour. Pardon, je n'ai pas entendu. On va néanmoins voter pour. D'accord. Merci. Écoutez, je propose de passer au vote. Sur l'opportunité d'approuver le projet de protection des populations de goélands mené par Elisio, c'est important, ça ne doit pas coûter 1 euro à la commune, et d'autoriser la réalisation des travaux sur les 3 parcelles qui est définies, et de permettre de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui vote pour? Merci, donc c'est approuvé à l'unanimité. Le point suivant sur l'ordre du jour, c'est l'approbation de l'acquisition foncière de la parcelle agricole A575 à Parc-Arbrigand. C'est Marion. Ouais. C'est à cause du point de collecte. C'est ça. Donc, là, c'est pas tout à fait une parcelle agricole, mais on changera ça dans le texte. C'est une toute petite parcelle qui est située dans la côte de Clairpot, là en montant, là où il y a le point de collecte, et les propriétaires de la parcelle sont aperçus qu'ils étaient propriétaires de la parcelle sur laquelle la commune avait implanté son point de collecte il y a très longtemps. Et ils ont souhaité régulariser cette situation en revendant la parcelle à la commune. Donc il y a eu une négociation sur le tarif. On arrivait à 750 mètres carrés.
Et j'ai oublié le prix, ça fait donc 2000 euros, 2145 euros, plus les 660 euros de frais administratifs par le CDG. Donc c'est un acte administratif comme on a l'habitude de les faire pour toutes les acquisitions foncières de la commune. Et voilà ce qu'on peut en dire. Il faut savoir, en fait, ce problème a été découvert lors de la succession. C'est la succession de Chenot. Les parents sont décédés, les enfants ont gardé et ils se sont aperçus qu'ils étaient propriétaires de cette parcelle qui est de l'autre côté du chemin par rapport à leur propriété. Et ils ont souhaité régulariser. Ils nous ont proposé deux choses. Soit on démontait entièrement le point de collecte pour le repositionner ailleurs. Alors c'était possible parce que à 50 mètres plus bas, il y a un petit terrain qui lui appartient à la commune. On aurait pu réimplanter, sauf que le démontage du point de collecte existant, la reconstruction d'un nouveau point nous aurait coûté plus cher que la négociation qu'on a réussi à mener. Et donc, il est apparu plus intéressant pour la commune, in fine, de racheter ce terrain, même si on le rachète à un prix au mètre carré supérieur au tarif qu'on avait défini suivant les différentes catégories de terrain. Alors, vous nous permettrez un commentaire. 50 mètres plus bas, effectivement, on pouvait remettre le dispositif. 50 mètres plus haut, vous avez décidé de vendre un terrain qui pouvait servir aussi à ce genre de choses. Démontage du point de collecte, 3 à 4 000 euros. Remontage d'un autre point de collecte, 3 à 4 000 euros. Attendez. Et ça n'est pas nous qui avons mis de manière sauvage le point de collecte à l'endroit où il a été mis. Mais des petits terrains, et au-dessus, c'était pas un petit terrain, ils peuvent servir à plein d'usages publics, comme on l'avait souligné à l'époque. On en a un exemple là. Mais non, si on avait décidé de déplacer le c'était la petite parcelle en dessous qu'il fallait utiliser. Je ne peux pas comprendre ce que je veux dire. Vous avez parlé de 50 mètres plus bas, je dis que 50 mètres plus haut, on a vendu un terrain. Ce genre de situation peut se retrouver dans plein d'endroits. On peut avoir besoin de petites situations pour faire des choses. Demain, ça sera pour la fibre, pour je ne sais trop quoi. Voilà. Ok. Écoutez, je vous propose de délibérer sur l'opportunité d'approuver l'achat de la parcelle A575 pour un montant total de 2 805 euros, comprenant les frais d'acte et d'autoriser à solliciter le centre de gestion pour réaliser ces actes, justement, et à signer l'acte de vente une fois qu'il sera préparé. Qui vote pour ? Merci. Donc cette résolution est approuvée à l'unanimité. Le point 10, c'est aussi une acquisition foncière, alors de nature différente. C'est 5 parcelles et je passe la parole à Gaby. On a été sollicité par Pierrette Dubreuil, qui est bien connue sur l'île. Elle voulait faire un don de petites parcelles qu'elle avait, comme c'est fréquent dans les familles bréatines d'être propriétaires de plein de petites parcelles partout, donc qui ne sont pas très utiles à la personne, qui peuvent par contre être utiles à la commune en les mettant mitoyennes d'une autre parcelle communale ou pour de l'agriculture. Donc on était intéressés par ce qu'elle nous proposait. Par contre, un don pour des raisons administratives, ça n'a pas été possible. On a négocié un prix à 0,50 euros, 50 centimes d'euros le mètre carré. Voilà. Donc ça fait 745 euros et il fallait rajouter les frais de gestion du personnel du CDG à 660 euros. On arrive à 1405 euros pour l'acquisition des parcelles de Pierrette. Voilà. Et ça représente 1500 mètres carrés. On ne peut que remercier la famille, Patient. Alors, elle a fait ça sur le conseil de son notaire qui considère que dans le cadre de succession actuellement, ce genre de situation avec des petites parcelles, s'il n'est pas traité rapidement, il devient souvent insoluble. C'est insoluble dans les indivisions suivantes. Ouais. Et d'ailleurs, dans le document que vous nous avez indiqué, ça se voit.
Oui, on a mis du temps d'ailleurs parce qu'il y avait déjà des problèmes de reconnaissance des propriétés des parcelles à la génération précédente. Ok, donc je vous propose de délibérer sur l'opportunité d'approuver l'achat de ces 5 parcelles pour un montant total estimé à 1 405 €, comprenant les frais d'actes administratifs, et de me permettre de solliciter le centre de gestion pour la réalisation de ces actes et de signer l'acte une fois qu'il sera préparé. Qui vote pour? Merci. À l'unanimité. Le point suivant, sont les décisions du maire. Donc il y en a un certain nombre pour des raisons particulières. Première décision, on ne l'a pas passée en DM, mais on a dû, dans le cadre de la clôture des comptes 2025, prendre un arrêté pour une décision budgétaire modificative à hauteur de 170 €. Ok. Et ça, c'est le budget de la commune. Ce sont dans les charges à caractère général en fonctionnement, on réduit de 170 € les dépenses du chapitre 11, article 60-42. Et on met les recettes équivalentes de 170 €, toujours en fonctionnement, au chapitre 014, article 73-98. Ça a été à la demande du Trésor pour régulariser une petite atténuation de produits. J'ai vu que cette décision modificative était affichée en mairie. Elle est affichée en mairie parce qu'il a fallu un arrêté spécifique. Oui. Pas d'autres questions? Ça, c'est sur. Donc, on a pris la décision de cette décision modificative. Deuxième sujet, la lutte contre les chenilles processionnaires. Donc, on a été alerté par de nombreux Bréatins de l'existence de nids dans des pas principalement. Et on a décidé de prendre des actions. Je passe la parole à Marion pour nous donner plus de détails. Oui. Du coup, donc effectivement, on a détecté des nids l'année dernière, mais qui étaient peu nombreux et seulement dans l'île sud, près du Garzido. Et là, actuellement, il y en a un peu partout sur l'île, y compris jusque dans l'île nord. Donc, il y a une grosse expansion des chenilles processionnaires. Alors, pour rappel, il y a un risque, pour les arbres évidemment, mais aussi pour la santé humaine et animale, parce que les chenilles sont très allergènes, peuvent provoquer des grosses réactions si on les touche, donc il ne faut surtout pas les toucher. Et aussi les soies qui tombent des nids sont allergènes. Donc il y a un enjeu de sécurité, notamment dans les espaces fréquentés par le public, par les promeneurs. Donc là, l'enjeu, c'était notamment pour le camping, où il y a plusieurs arbres infestés avec plusieurs nids. Donc il fallait absolument les neutraliser avant l'ouverture du camping. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est au gestionnaire du terrain, au propriétaire de l'arbre, de gérer son problème de chenilles processionnaires. C'est pas à la commune d'intervenir sur des terrains privés. Par contre, c'est à la commune d'intervenir sur les terrains communaux, et notamment quand ça concerne des zones fréquentées. Donc là, on a décidé de faire intervenir l'entreprise Néature qui fait déjà les destructions de nids de frelons, etc., sur l'île, pour détruire les nids accessibles et poser des colliers pièges pour attraper les chenilles quand elles redescendent de l'arbre avant de partir en procession au sol. Donc il y aura plusieurs arbres traités à raison de 90 € par intervention quand il s'agit de couper une branche avec un nid, mais ça, il faut encore que le nid soit accessible, et 200 € par pose de collier sur le tronc d'arbre. Voilà, et ils interviennent demain. Alors, donc, pour la commune, donc, la décision, c'est une intervention qui va coûter pour l'instant environ 1 000 €.
parce qu'on a détecté 5 nids, et suivant le nid, la position, soit le nid la destruction du nid, ça va coûter 90 €, soit 200 €. Donc c'est une dépense de l'ordre de 1000 €. Mais ce qui est important aussi de dire et de communiquer à tous, c'est que Néature est prévenu, et de manière à mutualiser les frais, notamment de transport, les gens qui seraient intéressés à utiliser Néature pour détruire leur nid contactent la mairie, on donne les coordonnées de Néature, et Néature est déjà prêt à mutualiser les interventions pour réduire les coûts. Et comme il y en a beaucoup, on est vraiment alerté par beaucoup de gens. Moi, je ne peux que recommander aux particuliers qui sont sujets à ce problème, de contacter la mairie pour que Néature intervienne sur ces nids particuliers le plus vite possible. Une des premières interventions, c'est sur le camping, je crois. Oui, donc demain, on commence dès demain sur le camping. Et il y en a au niveau de Chicago aussi. Comment? À Chicago. Ah, il y en a partout. Ouais. Il y en a partout. Il y en a absolument partout. Maintenant, il y en a partout. Ouais. Il y en a au Guerzido, il y en a partout. Il y en a au nord, il y en a partout. Et ce qui est assez surprenant, c'est la vitesse de propagation. Par rapport à l'année dernière, Alors, il y a une autre chose, c'est une méthode plus de fond pour limiter les propagations de chenilles processionnaires qui ont été testées dans d'autres endroits. C'est miser sur la prédation naturelle, donc favoriser au maximum les oiseaux et les chauves-souris. Mais ça, c'est du plus long terme. Ouais. Là, dans l'immédiat, il faut... ça ne va pas empêcher la propagation rapide. Ouais. Mais Là, après, il faut protéger en priorité maintenant. Je disais que les goélands font pas grand-chose. Ok, donc ça c'était une décision à hauteur de 1000 €. Le point suivant, dans le cadre du projet de camping et des déploiements d'hébergement éco-responsable, on en avait parlé dans un conseil précédent quand on avait été demandé des subventions, et maintenant Stéphane, la décision du maire, c'est l'achat des 3 éco-cabanes. Éco-cabanes, qui devrait arriver au courant du mois d'avril, qui devrait être prête à la disposition des touristes à partir de l'ouverture du camping qui sera prévu le 1er mai. Voilà. Donc, 3 nouvelles éco-cabanes qui seront un petit peu différentes de celles qu'on a mis en place l'année dernière. Celle-ci, on a bénéficié en fait d'un projet où on devait donner un caractère un peu spécifique à l'habitation. Donc, vous verrez, elles sont un petit peu différentes de celles qui ont été mises en place. Et, elles seront aussi très sympas et placées à d'autres endroits. Et il faut quand même savoir que l'année dernière, ces éco-cabanes ont été remplies du jour de l'ouverture au jour de la fermeture. Et on comptait mettre 3-4 ans à les amortir. Et en fait, en 1 an et demi, ça sera fait. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et en tout cas, on n'a que des bons retours sur les gens qui ont utilisé ces éco-cabanes. Et en sachant aussi qu'il y a beaucoup de Bréatins qui les ont testés. Et des Bréatins qui, l'été, ne pouvant accueillir tous les gens qui voulaient venir chez eux, les louaient aussi pour pouvoir avoir une chose un petit peu plus confortable qu'une tente. Donc, 3 de plus pour le prochain exercice estival. Et donc, ça correspond à une dépense de 20 500 € qui est subventionnée à hauteur de 70% par la région Bretagne dans le cadre des hébergements le long du GR34. La décision du maire suivante, c'est pour les services techniques, et c'est l'acquisition d'un broyeur d'accotement pour un montant de 8 500 € hors taxe. Le broyeur précédent étant âgé, il avait 9 ans, et il était endommagé. La réparation coûtait de l'ordre de 7 000 € pour réparer un engin qui avait 9 ans. Le neuf coûtait, comme je vous l'ai dit, 8 700 €. Donc la décision était assez facile à prendre. Dans les décisions du maire, le point suivant, ce sont les assurances. On en avait déjà parlé dans les conseils précédents. Je vous avais indiqué qu'on avait fait un appel d'offres et que cet appel d'offres, à l'exception d'un lot, avait été infructueux. Les assurances refusant de répondre.
On avait ensuite, avec les conseils de consultation, qui est notre conseil en assurance, on était parti sur un marché de gré à gré en essayant de cadrer un petit peu les réponses. Et finalement, on a réussi à obtenir une couverture complète, répartie en 5 lots. Donc, je vais vous donner les éléments principaux en termes financiers. Donc, le lot numéro 1 de ces assurances était dommages aux biens et risques annexes. Donc, la société qui a été retenue, c'est YSA Solutions, qui est une caisse d'assurance mutuelle. Un contrat sur 4 ans, dont la cotisation annuelle est à 30 866 €, là où on avait une estimation de contrat qui montait à 46 000 €. Les garanties, ça couvre les bâtiments communaux pour une surface totale de 8 880 m². Les divers dommages qu'ils peuvent rencontrer, incendie, tempête, catastrophes naturelles, dommages aux appareils électriques, dégâts des eaux, etc. Les franchises varient beaucoup suivant le type de situation qui crée le dommage. Mais l'important pour moi, c'était d'avoir quand même une couverture pour, en fait, les gros accidents. Vous avez sans doute vu que... Bon, et on a signé cette assurance, je crois, le 23 décembre, quelque chose comme ça, celle-là, juste avant Noël. Et parce que pour moi, il était important qu'on ait une assurance au 1er janvier 2026. Vous avez vu que depuis, on a eu 2 tempêtes. On a eu Goretti et on a eu Ingrid. Et Goretti, je pense que vous êtes tous au courant des dommages sur la maison La Une. Il se trouve que c'est un arbre du jardin qui est tombé sur la maison. Mais si ça avait été un arbre de la commune qui soit tombé sur une maison de ce type, il était indispensable d'avoir une assurance. Dans ce cas, ça n'aurait pas été la dommage au bien, ça aurait été la RC, mais il fallait avoir une assurance. Le lot numéro 2, justement, c'est la responsabilité civile. L'assurance a été passée chez PNAS, Paris Nord Assurance Service, avec une première échéance au 1er janvier 2026. Contrat sur 4 ans, lui aussi. Et une cotisation annuelle, on avait une estimation à 30 000, mais là, on est monté à 46 682. Le troisième lot, c'est la flotte automobile. Là, on est assuré maintenant par Groupama Loire-Bretagne. Échéance, là aussi, au 1er juillet 2026. Contrat sur 3 ans et demi pour ramener tous les contrats à la même date la prochaine fois. Une cotisation de 6 186 à comparer à une estimation qui était à 12 000. Le lot numéro 4, c'est la protection juridique. On est assuré par Carré. C'est le nom de l'entreprise. L'échéance au 1er janvier 2026, contrat sur 4 ans, cotisation annuelle 8 467. Lot 5, on est assuré chez ACL Courtage, échéance au 1er juillet 2026, contrat sur 3 ans et demi, cotisation annuelle 274,50 €, à comparer à une estimation qui était à 600 €. Et ça, c'est pour les bateaux de la commune, dans les différentes situations de responsabilité civile, défense et recours, etc., etc. Voilà pour les décisions concernant les assurances. Donc, on est assuré comme auparavant au niveau du type d'assurance. Les cotisations, certaines sont plus hautes, certaines sont plus basses, donc c'est du même ordre. Ce qui change en fonction de la nature de l'événement, ce sont les franchises, et on a des franchises, notamment en cas de tempête,
qui sont maintenant très très importantes par rapport aux anciens contrats, mais il faut dire que dans les anciens contrats, les franchises étaient quasiment nulles, vu que les franchises étaient à hauteur de 500 €, ce qui est plus du tout l'ordre de grandeur des franchises dans les contrats d'assurance actuels. Mais nous sommes assurés en cas de survenance d'un nouveau Kiaran ou autre chose de ce genre. Enfin, dernière décision, on en avait aussi parlé dans un conseil précédent concernant la recherche de subventions. J'ai signé le bon de commande pour l'acquisition d'un camion Ben à ordures ménagères. On en avait parlé, c'est un camion maintenant entièrement électrique. On est passé, pour passer ce marché, on est passé par l'UGAP, qui est une centrale d'achat pour les collectivités. Et donc, le bon de commande est à hauteur de 106 230 € hors taxe. Et je vous rappelle qu'il y avait 32 000 €, je crois, de subvention, et on a eu une nouvelle subvention à hauteur de 4 400 €. Voilà pour les décisions du maire. Le point suivant à l'ordre du jour, ce sont les informations du maire. Donc, le premier point, les élections municipales. Donc, c'est juste pour rappel, elles auront lieu le 15 et le 22 mars 2026 en cas de deuxième tour. La campagne officielle commence le lundi 2 mars à 0h et se termine le vendredi 13 mars à 24h. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des dates. Le deuxième point en information concerne la vente de la maison du Port-Clos. La date de la signature définitive de la vente de la maison est fixée au 11 février 2026. Le troisième point concerne le dernier conseil municipal de cette mandature. Il y aura un dernier conseil municipal de manière à approuver les comptes de l'année 2025, mais pas le budget de l'année 2026. On n'approuvera que les comptes. Ça sera le dernier conseil municipal de cette mandature. On fait tout pour que ce conseil ait lieu le 27 février 2026. Donc je vous donne la date bien en avance. Ça n'est pas coutume. Ça n'est pas coutume. On s'est amélioré. Comment? On s'est amélioré juste. Les performances passées, on ne présume pas les... Non, je pense que c'est le dernier conseil. Moi, je pense qu'il serait bien que tous les conseillers participent à ce conseil et on donne la date suffisamment à l'avance pour permettre, dans la mesure du possible, à tout le monde de participer et d'assister. Le point suivant dans les informations du maire, ce sont les travaux du chemin du phare du Pan. Les travaux avancent plutôt bien. Il y avait la réunion de chantier bi-hebdomadaire ce matin. La fin des travaux est toujours prévue pour fin mars ou tout début avril. Et normalement, les travaux de finition des revêtements du chemin vont commencer dans 2 semaines. Mais on voit dès à présent à quoi va ressembler ce cheminement et comment les gens vont être guidés dans les différentes portions de ce chemin. Je reviens sur les fouilles archéologiques et je passe la parole à Jean-Philippe parce qu'il y a eu des fouilles au mois de décembre. Je peux vous expliquer, oui, un petit peu rapidement, comment dire, dans le déroulé. Suite à effectivement à une réunion de chantier et la présence de Johan Chantreau, il a été décidé avec les entreprises, avec l'accord des entreprises, de bloquer la zone archéologique début décembre de tout passage d'engins
Et suite à ça, de leur côté, la DRAC a essayé de faire des fouilles express. Ils ont réussi à mobiliser 5 personnes pour essayer de sauver le mobilier et surtout analyser l'état de conservation du site. Donc ces fouilles ont été réalisées entre le 15, 16 et 17 décembre par 5 archéos qui sont venus, qui se sont déplacés, qui ont fait environ 5 sondages à différents endroits et délimité la zone en 5 zonages, qui a permis de faire des relevés et des découvertes assez rapides. Assez rapidement, ils ont constaté que l'état du site était effectivement en partie impacté, bien sûr, par les premiers passages des engins au départ des travaux qui ont commencé. Et par la suite, par contre, sur une zone qui n'a pas été impactée par les engins, qui ne le sera pas, ils ont pu constater qu'une grande partie quand même du mobilier était resté intact depuis la période mésolithique. Donc ça ouvre, une perspective future dans l'idée de continuer à fouiller ce site qui est remarquable, peut-être l'un des plus grands ouverts, en tout cas à Bréa. Et donc le mobilier a été préservé, il a été emmené pour analyser, il y a eu énormément de choses de prévues, ça date du mésolithique, ce qu'on peut dire, et il y aura une continuité donc dans les prochains mois de cette année avec d'autres fouilles en prévision. Et on a reçu une demande officielle d'archéologues pour entamer ces nouvelles fouilles, mais je pense que vous connaissez la procédure. Il faut qu'ils demandent les autorisations à un certain nombre de services avant de pouvoir confirmer. Donc, ils voulaient simplement, pour l'instant, avoir confirmation de la commune, que la commune les accueillerait une fois qu'ils auront eu toutes les autorisations qui sont nécessaires. Et nous leur avons répondu qu'il n'y avait pas de problème de notre côté. Si on avait entendu ce que j'ai dit à la fois par oral et en conseil municipal et par écrit, on aurait évité la destruction d'une partie du site mésolithique. Enfin, si on avait fait des choses dessus depuis bien longtemps à l'avance, ça aurait pas été pilonné par d'autres personnes et les travaux n'auraient pas été attaqués du tout. Non, mais je suis pas sûr, malheureusement, puisque au-delà de vos recommandations, j'avais également pris note de votre demande, chose que j'ai faite également, sauf qu'à un moment donné, l'entreprise qui a désigné le passage de chemin n'a pas pris en compte ces préconisations. Ça, pour le coup, une fois que les choses ont été faites, vous comme moi, et c'était assez compliqué pour revenir en arrière. Vous avez une conscience, c'est bien. Ah, je sais pas, je décharge pas ma conscience, là, précisément, hein. C'est pas une histoire de conscience. Je vois pas ce que ma conscience a à voir là-dedans. Je vous explique les réalités des faits. C'est pas parce qu'on n'a pas écouté. Si. Non, pas du tout. Pourquoi vous n'avez rien fait avant? C'est incroyable ça quand même. Ça fait combien de temps que vous êtes élu à la commune? Vous n'avez rien fait sur un site que vous connaissiez depuis 40 ans, vous l'avez déjà dit. Expliquez-nous alors. Moi, je vais vous expliquer. Ah oui, il y a quelque chose. J'ai prévenu le SRA. J'ai prévenu le SRA. Alors, en 40 ans, ça a bougé beaucoup là. J'ai prévenu le SRA d'un certain nombre de choses. Il y a un rapport de prospection qui a été fait en septembre qui préconisait un certain nombre de choses en la matière et j'ai prévenu ici en conseil municipal. Le point suivant, travaux de déploiement de la fibre. Les travaux de déploiement de la fibre se poursuivent suivant le programme prévu. On est déjà envisagé tout ce qui est ouverture de voies, c'est bien avancé. Donc ça a pour conséquence qu'il y a énormément de patchs noirs sur les différents chemins de Bréa. Mais les entreprises qui vont être chargées de refaire la couverture de la route suivant la spécification bréatine sont en train de répondre à l'appel d'offres. Donc oui, on voit de nombreuses marques d'ouverture
de trancher sur les voiries bréatines, mais c'est en main et ça va être corrigé d'ici 2 à 3 mois. Le point suivant, c'est la normalisation des adresses. Donc, je vous rappelle qu'en décembre et pour la période des vacances de fin d'année, avait été mis à disposition un lien sur un site pour permettre aux gens d'aller voir leur future adresse. Alors, il y a eu un certain nombre de gens qui n'ont pas réussi à atteindre ce site parce que il y avait une finesse. Il y avait 7 étapes à suivre d'une manière extrêmement précise. Et je crois dans l'étape 4, il y avait une finesse sur un accent circonflexe. Si vous mettiez l'accent circonflexe, tout se passait bien. Si vous ne le mettiez pas, dans Côte d'Armor, vous étiez dirigé sur un autre site et vous n'aviez pas votre bonne adresse. Donc on a essayé d'expliquer ça quand les gens nous disaient qu'ils n'avaient pas réussi à avoir leur adresse. Au final, on a reçu environ une vingtaine, parce que l'idée c'était que les gens consultent le site pour voir quelle était leur adresse et s'ils avaient des commentaires, qu'ils nous fassent les commentaires. On a reçu une vingtaine de commentaires, environ la moitié sont liés à ce problème d'accès au bon site avec les bonnes adresses. Et il y a une dizaine d'autres commentaires qui sont, on va dire, de nature différente. Il y a des gens, on a essayé de l'expliquer, mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris la numérotation métrique et qui ne comprennent pas pourquoi on passe du numéro 243 au numéro 350. Bon, donc on a encore besoin d'expliquer à ces gens et on va leur répondre individuellement à chaque mail qu'on a reçu. Il y a une dizaine de mails sur lesquels il faut répondre. Il y a encore des problèmes d'incompréhension et puis après il y a quelques personnes qui nous disent que non, ils habitaient dans un lieu-dit et a priori leur adresse ne réplique pas ce lieu-dit et ils nous demandent de rectifier. Pour votre information, on passe demain toute la journée avec la personne de la Poste en charge de ce projet pour regarder tous ces sujets de manière à répondre aux gens, d'une part, et d'autre part, corriger un certain nombre d'anomalies qui seront considérées comme étant valables. Ce qui devrait nous permettre de finaliser vraiment notre système d'adressage d'ici le 15 février et donc au dernier conseil municipal, on devrait non seulement approuver les comptes 2025, mais approuver la nomination des voix. Oui. On ne comprend pas très bien la séquence. Vous informez les personnes, enfin la population, comment ça va marcher, vous expliquez tout. À ce conseil, rien. Ce qui fait que le 15 février, vous allez demander une simple formalité d'enregistrement de ce qui a déjà été fait. Il n'y aurait eu aucun débat, aucune discussion ici. On n'a aucune information. On va effectivement sur le site qui est horriblement compliqué, je vous l'accorde. Le quartier de Crouézène, il y a 2 numéros et il doit y avoir 10 ou 15 maisons qui n'ont pas de numéro. Bon, peu importe, elles en auront un sans doute un jour. Mais ouais, c'est pas la bonne page, c'est pour ça. Ah oui, Et Vous n'êtes pas sur le. C'est parce que voilà. Donc malheureusement, il y avait cette bifurcation à un endroit. La moitié des gens ont pris la bonne bifurcation et l'autre moitié n'a pas pris la bonne bifurcation. ouais, il y a une carte où il y a toutes les maisons qui sont bien répertoriées et il y a une carte effectivement où il y en a plein qui sont pas répertoriées et du coup, je sais pas pourquoi cette carte existe parce qu'elle est pas du tout exploitable, quoi. Et c'est vrai que ça c'est un peu le technique, mais sur le fond de comment est prise la décision, vous mettez le conseil devant un fait accompli sur lequel il n'aura eu aucun. Ah, mais moi, je vous invite à venir à toutes les réunions. Hein. Moi, si vous voulez faire comme moi et passer des journées entières. Ici, il n'y a eu jamais eu un. C'est impossible, monsieur Torman. Vous vous rendez pas compte le nombre d'heures qu'on a passé avec les spécialistes de la Poste à appréhender chaque nom de rue, etc. Mais attendez, c'est pas chaque numéro qui va être accroché à chaque maison, mais au moins d'avoir des points d'étape et nous donner vaguement
une idée de la progression du chantier. Les principes. Comment est-ce que, encore une fois, c'est pas à nous, effectivement, on va pas descendre dans le micro-détail, mais d'avoir déjà l'arborescence de comment on a comment on a sectorisé l'île, qu'est-ce qui est imposé par la loi, qu'est-ce qui est dans le domaine de la négociation, enfin des choix qui peuvent être faits ou non. Bon, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de dire, voilà, on ne va pas assister aux décisions techniques pour lesquelles on n'a aucune valeur ajoutée. Mais ici, on n'a aucune information. C'est tout ce qu'on veut dire. Écoutez, on a fait une réunion publique, on a défini tous les principes, ok. Non mais la réunion publique a duré 1 heure. Si vous voulez qu'on passe en conseil municipal 1 heure à vous présenter c'est un problème complexe. L'adressage, c'est un problème complexe. Je ne pensais pas que c'était aussi complexe. Certainement. D'accord. Moi, si vous voulez qu'on passe 1 heure du prochain conseil sur les principes de l'adressage, j'ai aucun problème. On fera venir la spécialiste de la Poste et puis elle vous fera 1 heure de présentation de tous les principes et de toutes les contraintes auxquelles on doit répondre. J'ai aucun problème avec ça. Le travail, il a été fait. Il y a eu un certain nombre de Bréatins qui ont participé à toutes les réunions de travail. Julienne a participé aussi à des journées. J'y ai passé beaucoup d'heures. On n'est pas du tout dans de la rétention d'informations. On est en train d'essayer de régler un problème qui s'avère complexe et plus complexe que son anticipé. Voilà. Ce que l'on doit faire, d'après la loi, c'est passer en conseil municipal et approuver le nom des voies concrètes. D'accord? Moi, si vous voulez qu'on vous fasse un document à l'avance pour vous donner le nom de toutes les voies qui seront revues en conseil municipal la prochaine fois, j'ai pas de problème, on vous le fait. On n'est pas du tout on n'est pas en train d'essayer de passer ce projet par le porte. C'est pas ça. C'est très compliqué. C'est ça prend énormément de temps. La réponse on a reçu 20 mails. Il y en a 10, on va simplement réexpliquer aux gens comment aller sur le bon site. La réponse aux 10 autres mails va prendre plusieurs heures de travail pour simplement répondre à 10 mails. Mais moi, j'ai aucun problème. Si vous voulez qu'on passe du temps lors du prochain conseil, on passera du temps. Aucun problème. Encore une fois, c'est dans la on va pas réécrire l'histoire, mais dans les principes d'avoir un résumé même pédagogique pour les élus qui ne sont pas dans le détail des équipes, des équipes projets et de ceux qui travaillent toute la technique autour de ça, et d'avoir il n'y a jamais eu un dossier présenté ici. Voilà, c'est pas parce qu'il y a eu une réunion publique ou que les sites sont disponibles que c'est satisfaisant. Enfin, que la prise de décision, en tout cas la prise de la contribution des élus, elle devrait compter pour quelque chose, au moins pour de questions de clarification, de questions de compréhension. C'est tout ce que je veux dire. C'est pas de vous demander de passer 3 heures à nous expliquer dans le détail. Mais voilà, on arrive à la fin de ce chemin. Donc le 15, on verra ce que vous présenterez dans les dossiers qui accompagneront 27 février, de ce qui accompagnera la délibération. Mais encore une fois, on ne doute pas de la complexité du temps passé et de la difficulté de rendre compatible avec ce qui est imposé par la loi et de ce qui est imposé par les normes d'une commune qui n'a jamais eu d'adresse. Voilà, on comprend ça. OK. Point suivant, réparation des passe-pieds. Pour votre information, donc la réparation des passe-pieds, dont le maître d'ouvrage, c'est le département. L'entreprise qui va réaliser les travaux, c'est l'entreprise Marc, qui est basée à Brest et qui est spécialisée dans les travaux maritimes, on va dire. Donc le démarrage des travaux, c'est le 23 février. Durée prévue 1 mois. Maintenant, petite interrogation, parce qu'entre le moment où ils ont fait le survey, le survey des travaux à faire
Et aujourd'hui, la dégradation de certaines zones est extrêmement rapide et je pense que les travaux vont être plus conséquents que ce qu'ils avaient prévu. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est un marché à bon de commande avec un plafond. Qui est de combien, vous savez? 110 000 euros. Et tu te rappelles quand on est allé C'est pas beaucoup. Non, c'est pas Pas beaucoup. assez. Et C'est pas c'est assez, comme parce que ils voulaient les dommages se sont beaucoup agrandis dans certaines zones. Je crains que au conseil portuaire, et quand on est allé, on les avait interpellés là-dessus, parce qu'en fait, c'était sous-dimensionné. Ils avaient prévu un budget que pour les arrangements sur les côtés. Exactement. Commencer à partir. C'était Mais pas sur le place-pied. On leur a dit, il y a des fers à béton qui ressortent. Et le Franchement, oui, mais il y a rien. Le rejoindre du premier. Ils avaient déjà budgétisé ça, 110 000 euros, juste pour les roches sur les côtés. Exactement. Pas pour le place-pied. Ce qu'ils vont faire. Donc ça ne sera pas fait. Et c'est pas faute d'avoir des courriers du SDIS et Des photos envoyées. Ils sont alertés par le SDIS Ouais, tout le temps parce que les blessés n'en peuvent plus. Enfin, les blessés, les gens en général, mais ils sont alertés tout le temps. Donc moi, je fais un courrier tous les 6 mois avec un reportage photographique et en général, je leur joins entre 15 et 30 photos des dommages au fur et à mesure qui agrandissent. Alors je ne sais pas en plus si c'est pas la SML qui va prendre ça plus ou moins en charge maintenant. C'est la SPL. Voilà, la SPL, ouais, c'est ça. Et ça va être compliqué. En fait, ils font ces travaux dans le cadre du transfert de la CCI à la SPL parce que ils pouvaient pas transférer de ce que j'ai compris, des ouvrages en si mauvais état. Donc, ils font les travaux minimum pour permettre un transfert. Vous avez averti la SPL que ça ne sera pas suffisant. Oui, il est à la réunion. Non, la C'était à la réunion. la question, c'est la SPL. Et si la SPL est à côté de nous, on leur C'était à la réunion du mais conseil portuaire. on leur a dû faire un courrier. Parce que Non, ils n'étaient pas encore en charge. Là, ils sont maintenant en charge. On a reçu un courrier de la SPL qui nous dit qu'ils veulent qu'on fasse une réunion dans les semaines qui viennent. Alors, le sujet principal ne va pas être les passe-pieds. Le sujet principal qu'ils veulent discuter avec nous, c'est une nouvelle convention pour les mouillages plaisanciers du port clos. Parce qu'on on avait une convention avec la CCI pour gérer les mouillages du port clos et leur reverser une partie de la redevance qu'on touchait. C'est le sujet dont ils veulent parler, mais on profitera de cette réunion pour aborder d'autres sujets. Voilà, et pour moi, dernier point, calendrier culturel, Jean-Philippe. Oui, quelques événements à venir. Le prochain, c'est le 31 janvier. Il y aura la poule au pot organisée par l'Amicale laïque, comme chaque année, 19h30 ici à la salle des fêtes. Alors, le menu, il y a un kir, poule au pot ou un plat végétarien, fromage et dessert. Alors, je crois que c'est complet peut-être déjà. C'est probable. Après, il y a du emporter éventuellement. Effectivement, voilà, c'est sur place ou à emporter. Voilà. Le prochain, après, c'est le 7 février à 19h30 à la salle des fêtes. L'éphémère vous propose un dîner-spectacle avec comme menu fricassé bréatine pour le plat et un phare breton en dessert. Et à 21h, Antoine Mullery vous invite à voyager dans son univers littéraire. Alors, le dîner-spectacle, c'est 35 € et le spectacle seul, c'est 20 €, je crois. Et bien sûr, la réservation est recommandée. Ouais. Et en sachant que c'est le dernier spectacle d'Antoine Mullery, c'est pas le même, parce qu'on a déjà posé la question, c'est pas le même qu'on avait fait l'année dernière. Là, c'est vraiment son nouveau spectacle qui tourne un petit peu partout en France. Il y aura également le 28 février un concert également proposé par Éphémère, concert de musique de qualité avec Joël Favreau, grand guitariste qui a accompagné longtemps Brassens Moustaki et qui a travaillé aussi avec Le Forestier, qui sera accompagné d'un accordéoniste. Donc le spectacle s'appelle Salut Brassens. Le tarif d'entrée est de 25 €. C'est à 20h30 à la salle des fêtes également. Réservation recommandée. Ouais, en sachant que la salle on est limitée, je pense qu'on aura pas mal de monde. Joël Favreau, en fait, il a accompagné donc Georges Brassens sur tous les plateaux télé, pas en concert par contre, parce qu'il était uniquement avec
contrebassiste, mais il l'a accompagné sur tous ses albums pendant une douzaine d'années. Il a aussi accompagné, comme l'a dit Jean-Philippe, en Moustaki, Maxime Le Forestier. Donc il nous fera un spectacle d'une heure et quart, 1h20 de chansons de Brassens, et en même temps des petites anecdotes entre chaque chanson pour expliquer un petit peu ce qu'il a vécu avec Georges Brassens. Et on terminera la soirée par, il a aussi fait des albums solo, et il nous fera donc une vingtaine de minutes, 20-25 minutes de ses propres compositions. Voilà. Et puis, juste pour préciser qu'il y aura, pendant les vacances de février, stage de tennis pour les jeunes durant les vacances. Et également, à préciser qu'à partir du 16 février, il y a des ateliers de soufflage de petits récipients au Verret de Bréa pendant les vacances scolaires. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'Office du tourisme, sur le site de la mairie de Bréa. C'est bon? Ok, merci. Donc, on passe au dernier point de l'ordre du jour, questions diverses. Est-ce que vous en avez? Bon, quand on parlait du JCB, vous avez évoqué d'autres problèmes sur. Alors, moi, Ah, pardon, j'ai sauté un point. On a eu notre réunion annuelle avec la gendarmerie il y a à peu près une semaine pour faire justement un point sur ce qui se passait bien à Bréa, ce qui se passait moins bien, et puis préparer la saison 2026. Au niveau, on va dire, des incivilités, il y en a eu un peu moins d'enregistrements que l'année précédente. En 2025, il y a eu moins d'incivilité qu'en 2024. Par contre, justement, on a à pâtir d'un certain nombre de vols qui affectent la commune, par exemple, dans le cadre du programme de récupération d'eau, où il y a un certain nombre de citernes qui ont été distribuées. Alors, on s'est fait voler une citerne. Vol d'une citerne, c'est quand même quelque chose qui fait 1 mètre cube. Donc on a eu le vol de ces pièces sur le JCB et on a eu un autre vol pareil sur des outils et tout ça se passe dans la zone de la déchetterie Chicago. Donc tout ça a été mentionné aux gendarmes. On a déposé une plainte, on a fait des mains courantes, mais ça donne rien de plus. En ce qui concerne la saison 2026, ce que l'on a demandé à la gendarmerie, c'est de mettre à disposition la brigade de l'été, ce qu'on appelle la brigade temporaire, plutôt, de manière à ce qu'ils soient bien là pour le début du Festival des Scènes de Bréa. Et on leur a dit que, par contre, ils pouvaient repartir de l'île aussi un peu plus tôt, parce qu'ils restaient jusqu'au 30 août, et ça ne présentait plus aucun intérêt. À partir du 22 août ou dans ces eaux-là, il n'y a plus besoin d'avoir 3 réservistes en poste. Donc, le major nous a bien entendus, et je pense que, compte tenu du fait en plus qu'il n'y a pas les Jeux Olympiques cette année, qui avaient quand même énormément tiré sur les ressources réservistes de la gendarmerie. D'été. Il y a des Jeux Olympiques cette année. Pardon. Donc, je pense qu'on sera entendu sur notre demande d'avoir donc l'équipe de réservistes plus tôt en saison. On leur a demandé par ailleurs, compte tenu de la particularité du mois de mai 2026, avec quasiment tous les week-ends à 3 jours, voire 4 jours, avoir une présence de gendarmes plus importante. Et pareil, ça, ils nous ont dit qu'ils devraient pouvoir nous satisfaire. Là, non pas avec des gendarmes réservistes, mais avec des gendarmes d'actifs, parce qu'ils n'ont pas encore leur contingent de réservistes au mois de mai. Voilà ce qu'on peut dire. Je n'ai rien oublié sur la réunion. Ah oui, on a mentionné aussi
le fait qu'il y aurait des élections municipales et donc, comme les autres années, il y aura une permanence de la gendarmerie. Jeudi 26 février et jeudi 5 mars. Donc jeudi 26 février et jeudi 5 mars en mairie le matin. Et pour les gens qui ont du mal à se déplacer, la gendarme se déplacera l'après-midi chez les gens pour collecter les procurations. Donc pour ceux qui peuvent se déplacer, il faudra venir en mairie le jeudi 26, jeudi 5. Voilà pour répondre à votre question. Donc je reviens au dernier point, questions diverses. J'en ai une qui ne vous étonnera pas. J'ai contemplé la Valériane et le trou à la station d'épuration, sur le mur de la station d'épuration ce matin. Je répète le problème de sécurité. Non, je sais bien. C'est juste impossible d'avoir une entreprise actuellement. Il me semble avoir entendu le service technique parler d'une réparation du mur de la station d'épuration là, dans les semaines à venir. Non, mais c'est pas la même chose. Il y a les deux. Il y a les deux. Ah. La Valériane. Le vrai sujet de sécurité pour moi, c'est la Valériane. Les plus importants, oui. Mais le mur de la station va être réparé ces jours-ci. C'est ça. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Je suis à 10h ce matin, il ne l'était pas en tout cas. Je suis sûr que ça va être fait ces jours-ci. Pas d'autres points? Pas d'autres points? C'était pour ça, c'était pour ce qu'il avait rappelé pour le JCB, pour le vol, c'était ça, gendarmerie. Ok, il est 16h52. Je vous remercie de votre attention et je clôt ce conseil municipal. Merci. Merci.